Bonjour et bonsoir amateuristes d'histoire. Dans cette 10e case du calendrier de l'Avent d'Histoire d'en parler le podcast, on va parler du 11 mars 2011, de risques industriels et surtout de nucléaire. Oui, car en 2011 s'est déroulée la catastrophe de Fukushima au sein de l'usine TEPCO, elle-même située sur la côte nord-est du Japon. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Il est 14h46, ce 11 mars 2011, lorsque le Japon commence à connaître les premières secousses de ce qui s'annonce être un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter et qui va tuer environ 2000 personnes. Malgré le fait que cet incident sismique soit le plus féroce de l'histoire de l'archipel japonais, le séisme n'est pas le plus meurtrier si on le compare par exemple au tremblement de terre de Kobe en 1995, qui quant à lui connaît plus de 5000 morts pour une magnitude de 7. À vrai dire, depuis 1995, les Japonais ont bien amélioré leurs normes de construction antisismique, se sont équipés et éduqués pour faire face aux séismes qui surviennent régulièrement. Oui, car pour vous donner une échelle, on en compte environ 2 voire 3 par jour pour un total d'1 millier par an. Voilà, finalement c'est le tsunami qui résulte du séisme qui va engloutir 18 000 autres personnes lors de cette journée. Si cette catastrophe naturelle est déjà dramatique sur le plan humain et non humain, la gestion de la catastrophe nucléaire qui en découle est quant à elle désastreuse sur ces deux plans et pleine d'enseignements. En effet, Fukushima reste le pire accident nucléaire depuis Tchernobyl en 1986. Malgré la digue de 5 mètres de hauteur conçue comme une protection maritime, le tsunami s'abat sur la centrale et entraîne une coupure de courant, ce qui a pour conséquence de rendre le système de refroidissement inopérant. 3 réacteurs commencent donc à rentrer en fusion. Si dans un premier temps les autorités japonaises et l'entreprise TEPCO ne communiquent pas quant aux fuites radioactives, l'état nucléaire se met rapidement en place, il est prononcé dans l'archipel dès 19h. Dès le lendemain, tout dégénère. Sur 3 réacteurs en fusion, 2 réacteurs explosent et les ouvriers sur place se transforment en kamikazes avec pour ordre d'aller ouvrir les vannes, libérer l'air et ainsi éviter une énième explosion. L'eau de mer est pompée pour calmer la fusion des réacteurs. Dès lors, la zone est définitivement contaminée. La radioactivité se dissémine dans l'océan et dans l'air. Des habitants avoisinants sont déplacés. On en dénombre environ 164 000 en 2012 et toujours près de 36 000 en 2020. Au final, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ni l'entreprise de TEPCO ni le gouvernement japonais n'a pris réellement de mesures suffisantes pour mettre en sécurité ces populations face au risque nucléaire. Au lieu d'ouvrir un débat national sur l'énergie atomique, un ministère de la résilience a vu le jour. Et ça, c'est ce que révèle Thierry Ribaud, chercheur au CNRS, présent sur les lieux après la catastrophe. Dans son livre « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs », publié aux éditions de l'Échappée. Selon lui, la résilience, c'est une technologie du consentement. En d'autres termes, une technique thérapeutique permettant d'ériger les victimes en cogestionnaires de la dévastation, ce qui dépolitise donc l'organisation collective et les choix technologiques. Pour lui, c'est très clair, l'idéologie de la résilience, telle qu'elle fut employée à Fukushima, revient à faire accepter le caractère inéluctable de la catastrophe nucléaire aux populations, sans pour autant remettre en cause les orientations techno-capitalistes qui la rendent possible. Pour conclure, on peut se demander si, au lieu de nous résigner face aux risques industriels, nucléaires et climatiques, on ne devrait pas plutôt se mobiliser et faire un peu confiance à notre intelligence collective. Et on se retrouve demain pour une nouvelle case avec Marie-Françoise.